Bonjour à tous, je suis Bonnie Soubise et ensemble nous allons parler de la généalogie de ton armoire. Alors t'es-tu déjà posé des questions du genre pourquoi les hommes à une certaine période portaient des perruques ou des talons hauts? Pourquoi la femme portait des corsets? À quel moment a-t-on commencé à se marier en blanc? Si c'est des questions qui t'intéressent, bienvenue dans mon émission où nous allons parler de l'histoire du costume. Aujourd'hui, nous allons voyager jusque dans l'Antiquité grecque. Alors je te vois venir avec tes commentaires du genre « Ouais, on s'en fout, on sait tous qu'ils portaient des toges, c'est bon ». Tu vas voir que c'est un petit peu plus subtil que ça, t'inquiète pas. Pour commencer, sache que l'Antiquité grecque s'étend sur une très longue période, du XIIe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui a laissé au costume le temps d'évoluer selon le lieu, l'époque, le sexe et la classe sociale de la personne qu'il portait. Prenons par exemple le costume minoen. La civilisation minoenne prend place à l'âge de bronze entre moins 3000 et moins 1200 avant Jésus-Christ. Elle s'est établie sur l'île de Crète et de Santorin. Les vestiges du palais de Knossos en Crète nous apprennent que les Minoens étaient un peuple artiste, pacifiste et sophistiqué. Ils apportaient également une grande importance à la place de la femme dans leur société, certains la considérant même comme la première civilisation matriarcale européenne. En effet, leur religion était basée sur le culte de la végétation, la nature et la fertilité, incarnée par leur déesse mère de la terre. Ainsi, de nombreuses prêtresses occuraient des cérémonies religieuses, comme le témoigne cette statuette de la prêtresse au serpent. On peut voir sur cette statuette que le costume féminin est très élaboré. Il se compose d'un body et d'une ceinture qu'on pourrait considérer comme l'ancêtre du corset, d'un plastron en V et d'une superposition de jupons, tous de couleurs et de motifs différents. Ici, le jeu des apparences est employé. Un trompe-l'œil fait paraître la taille plus fine et les hanches plus larges, donnant à la silhouette une forme de sablier. La poitrine nue et ainsi mise en valeur indique également qu'il n'y avait pas de pudeur et que le corps de la femme n'était pas sexualisé. Les cheveux se portaient longs et en coiffure très élaborée. Les femmes se maquillaient également les yeux de colle et avaient les lèvres peintes. Ce look à la fois très raffiné et sophistiqué leur a d'ailleurs valu d'être comparé à des parisiennes. Le taureau avait également une grande place dans la religion minoenne. En effet, cet animal était vénéré et des jeux probablement sacrés consistaient à sauter par-dessus l'animal. On peut voir d'ailleurs sur cette fresque que les hommes étaient assez peu vêtus. En effet, leur costume consistait en un simple pagne, lui aussi ceinturé à la taille afin d'affiner celle-ci. Les hommes portaient également les cheveux longs et savamment bouclés. Ainsi, nous pouvons voir que la taille fine, le torse mis en valeur et les cheveux longs montrent une idéalisation du corps aux attraits féminins, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Si beaucoup pensent que les Minoens doivent leur chute due à l'invasion de cités adverses, telles que les Mycéniens, ancêtres des Grecs, il est plus probable qu'elle soit due à l'explosion du volcan de Santorin qui aurait par la suite créé des raz-de-marée et également donné naissance au mythe de l'Atlantide. Faisons maintenant un bond en avant et regardons comment les Athéniens de l'époque classique vivaient. Ah, la Grèce! Athènes, le berceau de la démocratie et des grands penseurs! Eux, ils savaient vivre. Ouais, enfin, si t'étais un homme. Remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes à l'apogée d'Athènes, entre moins 508 et moins 338 avant Jésus-Christ. Première démocratie de l'histoire, une cité dirigée donc par une assemblée de citoyens. Mais que fallait-il pour être citoyen? Il fallait assembler deux critères pour en être un. Être un homme et être athénien. Rappelons d'ailleurs que pour être athénien, il fallait obligatoirement être né de deux parents athéniens. Il n'y avait donc pas de mariage mixte. Ce qui nous amène à la place de la femme dans cette société. La femme athénienne avait très peu de pouvoir, voire pas du tout. Elle était également socialement restreinte et n'était pas instruite. Concrètement, voici comment se passait la vie d'une athénienne. À la puberté, donc vers 13 ans, elle se mariait avec un homme qui avait généralement plus de 3 fois son âge. Sa tâche ultime était ensuite de produire des héritiers. De ce fait, la femme athénienne demeurait la plupart de son temps au foyer. Elle ne pouvait pas non plus sortir sans la tutelle d'un homme de sa famille ou de son mari. La femme athénienne était donc considérée comme une éternelle mineure qu'il fallait constamment surveiller. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, à l'époque, les hommes redoutaient les besoins sexuels de la femme jugés comme insatiables. En gros, les Athéniens prenaient les femmes pour de grosses nymphos. Platon qualifiera même l'utérus de, je cite, « animal ne connaissant pas le repos ». D'ailleurs, la médecine grecque pensait que seule la grossesse et le mariage pouvaient étancher la soif de lubricité des femmes.
En gros, le grec pensait que son chibre était la solution à tous les problèmes de la femme. Si la femme athénienne vivait recluse, ce n'était pourtant pas le cas de toutes les femmes durant l'Antiquité. En effet, la liberté pouvait varier selon la classe sociale. La femme métèque, par exemple, était beaucoup plus libre qu'une citoyenne athénienne. Elle pouvait apprendre à lire et écrire, se déplacer librement et prendre part à la vie athénienne. Il était également possible pour elle de travailler, en tenant par exemple un commerce à l'agora, ou en s'adonnant à la plus vieille profession du monde. La prostitution était d'ailleurs considérée comme un métier tout à fait normal à l'époque, les bordels étant même considérés comme bâtiments d'hygiène publique. Il est évident que pour les Grecs, le mariage n'avait rien à voir avec l'amour. En effet, les Athéniens n'attendaient ni amour, ni plaisir sexuel, ni amitié avec les femmes. Tout cela, ils pouvaient le trouver dans leur relation avec les autres hommes. La relation entre Achille et Patrocle dans l'Iliade d'Homère illustre d'ailleurs parfaitement cette notion de dévotion fraternelle. Si Homère décrivit là qu'une relation jugée platonique, les Grecs avaient tendance à y voir davantage. En effet, l'homosexualité n'était pas un tabou. Si le mode de vie d'un homme et d'une femme athénienne était très différent, peu de différences pourtant marquaient le costume. Hommes et femmes portaient une tunique appelée chiton. Le chiton était une pièce de tissu rectangulaire, généralement en lin. Il était drapé autour du corps et attaché aux épaules par des fibules. Les fibules étaient des broches qu'on pourrait comparer à des épingles à nourrice modernes. Seule la longueur du chiton variait selon le sexe. Les femmes le portaient généralement long jusqu'aux chevilles. Les hommes, quant à eux, pouvaient le porter jusqu'aux genoux ou aux pieds. Seule Artémis, déesse vierge de la chasse, pouvait être représentée avec un chiton court, celui-ci lui permettant de chasser le gibier. La femme pouvait également porter le péplos. Le péplos se présente sous une forme de tissu tubulaire. Il était ensuite attaché aux épaules par des fibules, créant ainsi des manches. Le tissu était ensuite maintenu à la taille par un lien ou une ceinture, créant ce jeu de plis et de drapés si caractéristique du costume grec. Hommes et femmes portaient également l'imation. L'imation était un manteau de laine porté généralement par-dessus le chiton. Ce manteau n'avait pas d'attache. Il était généralement drapé sur l'épaule, les femmes s'en servant aussi pour se couvrir la tête quand elles sortaient. Les hommes pouvaient également porter la chlamyde. La chlamyde était une sorte de cape en laine, drapée sur l'épaule et attachée par une fibule. Elle était généralement portée par les soldats, car contrairement à l'imation, elle n'entravait pas le mouvement. Enfin, les hommes pouvaient également porter l'exomide. L'exomide était une tunique courte attachée sur une seule épaule. Elle était généralement portée par les esclaves, les soldats ou les ouvriers, ceci dû à la facilité de mouvement qu'elle apportait. Il faut savoir que ces vêtements n'étaient pas blancs, mais généralement très colorés et décorés de motifs variés. Enfin, il faut savoir que chez les Grecs, le corps de l'homme représentait le canon idéal, le corps parfait. Aussi, vous pouvez le remarquer dans la sculpture, le corps de l'homme est généralement montré nu, car sa beauté se suffit à elle-même. A contrario, le corps de la femme est souvent représenté habillé. Cela ne veut pas dire que les Grecs considéraient le corps de la femme comme laid. Le vêtement n'était pas là pour couvrir le corps de la femme ou le cacher, il était là pour le parer et le révéler, le vêtement servant ainsi de parure pour mettre en valeur la beauté du corps. Praxitèle, le sculpteur grec, fut d'ailleurs le premier à représenter le corps d'une Aphrodite nue. Il aurait d'ailleurs pris pour modèle Phryné, qui était une célèbre hétaïre. Les hétaïres étaient une classe de courtisanes. Elles étaient souvent très belles et cultivées. En effet, elles étaient invitées lors de soirées où leur rôle était de divertir par leur charme et leur conversation des hommes importants et très riches. Certaines d'entre elles pouvaient être très influentes et vivre dans le luxe. Il était également possible pour elles de négocier une place de concubine dans la maison d'un riche athénien. Il était d'ailleurs pas rare qu'elles vivent dans la maison de celui-ci avec sa femme. Je te laisse d'ailleurs imaginer l'ambiance qu'il devait avoir à la maison. En conclusion, on peut déduire que dans l'Antiquité grecque, il valait mieux se retrouver dans les sandales d'un homme que d'une femme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez apporter des précisions, elles seront toujours bienvenues. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la généalogie de ton armoire. C'était quand même de sacrés enculés, ces Grecs.